Bonjour, bonjour à tous. Michel Chassier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité ce matin. Hier, s'est donc tenu votre traditionnel rassemblement au pied de la statue Jeanne d'Arc à Blois. Quel était le sens précisément de ce rassemblement ? Bien, nous tenons à rappeler que la fête de Jeanne d'Arc est une fête importante, c'est une fête nationale, une fête officielle qui a été instituée par la République française par une loi du 10 juillet 1920. Je crois d'ailleurs que cela avait été voté à l'époque à l'unanimité. On était au lendemain de la Grande Guerre et il y avait un élan, je crois, partagé par tous, un élan national, un élan patriotique. Et donc cette fête est aujourd'hui oubliée. Alors que l'on multiplie chaque année de nouvelles commémorations qui parfois pourraient être regroupées et au contraire on les multiplie et cette fête très symbolique, très importante pour la France parce que Jeanne d'Arc est une héroïne qui a marqué l'histoire de France et son destin. Peut-être que sans elle, la France n'aurait pas continué, la France n'existerait pas aujourd'hui, sans ce parcours exceptionnel au cours duquel elle est passée à Blois d'ailleurs. Pour aller délivrer Orléans, justement. Pour délivrer Orléans, c'était un peu sa dernière étape avant d'aller mettre le siège et de délivrer Orléans. Et bien cette fête, on s'aperçoit que elle n'est pas célébrée ni à Blois, ni d'ailleurs dans beaucoup d'autres villes. Orléans fête sa libération, évidemment. Les fêtes joanniques qui durent plus d'une semaine quand même à Orléans. Voilà, c'est effectivement Orléans. C'est la ville d'Orléans qui fête sa libération. Mais le jour officiel de la fête de Jeanne d'Arc, institué par la loi, c'est le deuxième dimanche de mai. Orléans fête sa libération le 8 mai, mais chaque année, le deuxième dimanche de mai, c'est le jour officiel de la fête de Jeanne d'Arc. Qu'est-ce que vous en concluez, Michel Chassier? On perd la mémoire? Je crois que c'est un oubli volontaire. C'est un oubli volontaire. On veut effacer une partie de l'histoire de France, une partie de notre mémoire, et on le voit dans les programmes scolaires où on gomme des chapitres entiers de l'histoire de France, et pas seulement aujourd'hui, parce qu'on pourrait se dire oui, c'est le gouvernement, c'est un gouvernement socialiste, c'est commencé depuis longtemps, ça s'est fait sous Luc Châtel, ça se poursuit régulièrement. On supprime des chapitres entiers de l'histoire de France pour apprendre à nos enfants l'histoire des royaumes africains du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Je pense qu'il faut d'abord apprendre notre histoire. C'est une condition même de l'existence de la France. C'est de maintenir notre mémoire. C'est le maréchal Foch qui disait au lendemain de la Grande Guerre, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. C'était repris par d'autres, mais c'est lui qui avait qui avait dit cela au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et je crois que c'est très important de maintenir cette cérémonie. Vous parlez donc de réappropriation quelque part de cette cérémonie, d'autre part de récupération aussi. Certains nous critiquent, quelques adversaires nous accusent parfois de récupération. C'est pas du tout ce que nous cherchons. Nous avons toujours essayé de faire en sorte que la ville de Blois s'occupe de cette cérémonie. Nous l'avons demandé précédemment quand nous étions élus, nous l'avions demandé à Jacques Lang, nous l'avons demandé à Nicolas Perruchot, et cette année encore, j'avais écrit dès le mois de février au maire de Blois, à Marc Gricourt, pour lui dire ce serait normalement à la ville de Blois d'organiser cette cérémonie, d'y convier toutes les autorités civiles et militaires, et à ce moment-là, nous y participerions, moi en tant qu'élu, au rang que me fixerait le protocole. Nous sommes prêts à nous effacer si d'autres, officiellement, reprenaient l'organisation de cette cérémonie. Mais il se trouve que nous étions les seuls élus hier présents. Alors des bruits ont couru, donc les semaines qui ont précédé précisément cette cérémonie, celle de la présence de Jean-Marie Le Pen. Donc finalement Jean-Marie Le Pen n'est pas venu au pied de la statue de Jeanne d'Arc dans les jardins de l'Évêché à Blois hier. Mais oui, nous le regrettons beaucoup. Nous avions prévu la venue de Jean-Marie Le Pen, que nous avions invité il y a un moment, au début de l'année, je crois, et qui avait accepté de venir. Et finalement, il a été contraint de reporter sa venue à Blois à une autre date. Bon, on ne connaît pas encore, elle n'est pas fixée, mais c'est vrai que cette date symbolique de la fête de Jeanne d'Arc, ça aurait été quelque chose de très bien. On avait choisi cette date exprès parce que c'est à Blois une cérémonie que nous maintenons maintenant depuis plus de 20 ans. Et c'est dommage, mais bon, nous aurons l'occasion, j'espère, de le revoir parmi nous bientôt. D'être occupé à écrire ses mémoires en ce moment.
Ben, je crois qu'il a aussi un agenda très chargé. C'est encore quelqu'un de très actif, même s'il travaille à ses mémoires, il est en activité, en pleine activité, puisque il siège aussi bien donc au Parlement européen, donc entre Bruxelles et Strasbourg. Vous savez qu'il y a des allers-retours assez fréquents, et il siège aussi en tant que président de groupe en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et il a, c'est vrai, un calendrier assez chargé, et donc il a été contraint c'est pour ça qu'il a été contraint de reporter cette visite. On va parler des municipales dans quelques instants, Michel Chassier, à Blois notamment, peut-être pas seulement. Mais auparavant, on évoquait quand même donc François Hollande. Un an après, un an et une semaine après, très exactement, quel regard portez-vous précisément sur son action? C'est l'action ou l'inaction, je ne sais pas. Mais nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas surpris, nous ne sommes pas déçus non plus. Je comprends que ses partisans, c'est-à-dire les gens qui ont voté pour lui peuvent être déçus. Les gens qui n'ont pas voté pour lui, ma foi, ne peuvent que constater un résultat que nous attendions. Mais si en résumé, ce que l'on peut constater, c'est que François Hollande ne fait que gérer une situation. Et actuellement, en gros, ce sont les créanciers de la France qui lui dicte les mesures qu'elle doit prendre, notamment sur le plan économique, budgétaire, sur le plan fiscal, etc. La France est sous la loi de ce créancier, et donc ces créanciers dont les préconisations sont traduites à travers la Communauté européenne, la BCE, le FMI, etc. Ce sont eux qui nous disent, ben voilà, combien on peut faire de déficit, quelles réformes on doit faire sur le plan des retraites, sur le plan de la fiscalité, etc. Donc vous dites qu'on n'est pas déçu dans la mesure où on en attendait rien. On n'en attendait rien, et encore une fois, je vous dis, ce sont les créanciers qui nous dictent notre loi, et bon, il faut dire que depuis 40 ans, la France est en déficit budgétaire tous les ans depuis 40 ans, et qu'en la matière, Nicolas Sarkozy a battu un record qui, je pense, sera difficile à dépasser, puisqu'il a fait à lui tout seul 600 milliards de dettes nouvelles. Et je crois que n'importe quel gouvernement aujourd'hui serait dans la même situation, parce que la cote de popularité de François Hollande est extrêmement basse. Elle n'a jamais, je crois, été aussi basse pour un président de la République. Et quand on demande, je voyais un sondage hier, quand on demande aux Français est-ce qu'un autre gouvernement aurait pu faire mieux, ils répondent, je crois, à presque 70% ou un peu plus, même de 70%, non, un autre gouvernement se serait trouvé dans la même situation et n'aurait pas pu faire mieux. Vous parlez des sondages, justement, Michel Chassier, on voit que le Front National est plutôt en progression dans ces sondages, vous l'interprétez comment? Mais ça me paraît logique, puisque quand même depuis très longtemps, nous avions annoncé les premiers, pour parler de ce qui est le plus récent, les problèmes liés au traité européen et les difficultés qu'allait créer l'euro, le fait de nous imposer cette monnaie qui ne convenait pas à notre économie, dans tous les domaines, je crois, le Front National avait vu depuis 40 ans qu'il existe, puisque le Front National a fêté son 40e anniversaire. Le Front National a eu raison avant tout le monde sur presque tous les sujets. Que ce soit les sujets économiques, mais que ce soit les grands sujets de société, que ce soit par exemple le problème de l'immigration, dont les Français se rendent compte qu'aucun gouvernement n'a pu, mais n'a même souhaité l'endiguer, et qui pose un véritable problème dont on ne parle pas toujours, parce qu'on dit en ce moment il y a d'autres problèmes, il y a des problèmes économiques, etc., et monétaires. Justement, finalement, on entend assez peu le Front National sur les questions de l'emploi, qui est, faut-il le rappeler, la première préoccupation des Français. Vous avez des recettes, des clés, des solutions? Je crois on est beaucoup intervenu, et Marine Le Pen d'ailleurs a axé beaucoup sa campagne présidentielle sur les problèmes économiques, sur le problème de l'Europe, sur le problème de l'euro, qui est une contrainte qui nous pénalise sur le plan économique. Quand on dit parmi les solutions que l'on peut proposer, il y a évidemment cette nécessité de sortir de ce système. Donc tout le monde constate. Tous les économistes aujourd'hui pratiquement constatent que l'euro pénalise non seulement la France, mais pratiquement l'ensemble de la zone euro. Et alors, est-ce que l'euro nous plombe? Oui, donc il faut revenir
Je pense à des monnaies nationales, c'est ce que préconise c'est ce que nous préconisons, ce qu'avait préconisé Marine Le Pen. Alors évidemment, ça se décrète pas, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il y a une préparation. Elle n'a jamais dit qu'on pouvait claquer la porte comme ça. Elle a expliqué le processus qui serait engagé par des négociations, etc., pour aboutir à une solution. Mais nous ne sommes plus les seuls à le demander. Quand on voit qu'aux prochaines élections législatives en Allemagne, il y a un parti anti-euro qui s'est créé et qui peut lui aussi créer des surprises. Le scepticisme gagne la plupart des pays européens aujourd'hui et on s'aperçoit que l'euro n'a pas été créé vraiment parce que c'était la solution pour faire fonctionner l'économie européenne, mais l'euro a été créé comme outil de contrainte, parce qu'autour de l'euro, la défense de l'euro, d'ailleurs aujourd'hui, permet de justifier toutes les mesures que l'on impose aux États, tous les traités qu'on fait signer, parce qu'on dit si l'on veut sauver l'euro, il faut davantage d'Europe. Hein, c'est le paradoxe. Donc il faut aller toujours plus loin vers ce fédéralisme et donc vers cette disparition des souverainetés nationales. C'est à ça que sert l'euro. L'euro ne sert pas l'économie, ne sert pas l'emploi, ne sert pas le développement économique de notre continent. L'euro est un outil qui sert aux partisans de l'euro, de l'Europe et de l'euromondialisme à asservir les États et à asseoir leur domination. Voilà, donc on vous pose la question emploi, en fait, vous répondez donc Europe, en l'occurrence, la faute à l'Europe. Ben, c'est une des composantes. Il y a des réformes à faire en France, effectivement. Il faut aussi balayer devant notre porte, comme on dit. Hein. Mais il est vrai qu'il y a ce handicap extrêmement lourd que constitue cette monnaie qui, encore une fois, n'est pas adaptée à l'économie française. Ensuite, bien sûr, il faut prendre un certain nombre de mesures pour relancer notre économie et déjà relancer notre production industrielle en particulier, où la France dispose d'atouts extrêmement importants dans des secteurs de pointe, dans des activités industrielles très porteuses. Nous devons conforter cela et d'ailleurs, on voit bien qu'une activité industrielle qui fonctionne très bien, c'est l'aéronautique et l'espace. Curieusement, les transactions, là, on n'est plus en euros, on est en dollars. Ce qui nous permet de nous adapter à la concurrence mondiale, parce que si on était le prix d'un Airbus se facture en dollars. S'il se facturait en euros, on aurait peut-être beaucoup plus de mal à concurrencer Boeing. Les municipales donc se préparent, hein, donc ce sera dans moins d'un an. Michel Chassier, Marc Gricourt, le maire de Blois en l'occurrence, donc est quasiment, presque officiellement, donc candidat à sa propre succession pour un deuxième mandat. Quel est votre regard sur l'action municipale donc de ces dernières années depuis 2008 sur la ville? Nous avons l'impression que les choses n'ont pas bougé beaucoup. Hein, je lisais l'interview du maire de Blois, il est satisfait de son action. Je ne sais pas si les Blaisois le sont, parce que l'impression générale, c'est que les choses n'ont pas bougé. Je vois que nous allons retrouver en 2014 les mêmes dossiers qu'en 2008, et qui n'ont pas été résolus. Hein, nous avons en 2008 d'ailleurs fait une campagne qui était axée essentiellement sur le redressement économique de la ville de Blois, parce que le problème de la ville de Blois, c'est son déclin économique et démographique. En termes d'habitants. Hein. On l'avait dit, voilà. Mais en 2008, c'est reconnu aujourd'hui. Il y a eu plusieurs études, il y a eu plusieurs personnes qui ont le maire de Blois, le président de l'agglomération, enfin un certain nombre de personnalités en ont parlé là, cette année ou au cours de fin de l'année dernière, je ne me souviens plus, mais nous en parlions en 2008. Et lors de la campagne de 2008, nous étions les seuls à en parler. J'ai pas entendu les autres. Les autres candidats n'avaient très peu de programmes, à vrai dire. Hein. Quelques gadgets, quelques annonces électorales, comme la création d'un écoquartier, d'ailleurs qu'on attend toujours en Vienne. Hein, je crois que, hein. Voilà, etc. Et sur lequel tout le monde était d'accord. Mais nous avions déjà analysé à l'époque que le problème numéro un, c'était le déclin économique et démographique qui s'ensuit de la ville de Blois, et qu'il fallait absolument reprendre la main. Et alors là, ça intéresse le couple ville-agglomération, puisque sur la compétence économique... Puisque la ville, en fait, perd des habitants au profit des habitants des premières et deuxième couronnes. Ou un peu plus loin. Voilà, oui, au profit de l'agglomération, enfin, proche, oui, ou plus ou moins lointaine. Et c'est un phénomène qui se poursuit. Alors,
que les solutions qui sont apportées ne sont pas les bonnes. On voit que l'agglomération espère maîtriser cette déperdition, ce flux de population qui quitte la ville de Blois en gérant par la réglementation en quelque sorte, en gérant le plan de l'urbanisme. Eh bien l'agglomération va dire à telle ou telle commune, eh bien on va restreindre la possibilité de créer de nouvelles surfaces, de terrains à bâtir, des lotissements. Eh bien vous allez être contingenté, c'est ce que l'on dit aux communes riveraines. Et cela est renforcé, le mouvement est renforcé par le Grenelle 2, au nom de l'environnement. On dit il faut limiter les déplacements, il faut limiter l'étalement urbain, donc on va recentrer les populations sur la ville de Blois, en l'occurrence, pour notre agglomération, alors qu'on a eu la politique inverse il y a 20 ans. Et donc, on voudrait empêcher le déclin démographique par la réglementation. Nous préférerions l'enrayer par l'attractivité. Trouver de l'attractivité. Si on relance l'activité économique, si l'on crée de l'emploi, les habitants reviendront. On l'a vu dans ça se décrète pas, vous le disiez précédemment, Michel Chassé. Non, ça se décrète pas, mais il y a une politique volontaire, comme on a vu des villes comme Contres ou comme Mer qui ont connu des périodes très difficiles de désindustrialisation, de départ de certaines entreprises, et qui ont su se relancer parce que il y a eu une politique volontaire autour de zones d'activité, etc. Alors ça ne dépend pas entièrement de la ville de Blois, encore une fois, puisque les zones d'activité industrielle, là on est dans la compétence de l'agglomération, mais il faut vraiment que la ville et l'agglomération s'entendent pour faire quelque chose. Et on a du mal à le faire parce qu'on n'est pas concurrentiel. Il faut savoir que la taxe professionnelle, par exemple, a été remplacée par un système de taxes basé à la fois sur la valeur ajoutée, mais aussi sur le foncier d'entreprise. Et c'est sur cette partie-là, sur la taxe foncière, que paient les entreprises, que se finance l'agglomération. Bien, l'agglomération de Blois est pratiquement la plus chère de toute la région centre, alors qu'on a quand même des villes comme Tours-Orléans, notamment, qui sont des centres importants et qui déjà, de par leur rayonnement, de par le fait qu'on y trouve des pôles universitaires, des pôles de compétitivité, ont une attractivité supérieure à Blois. Nous pénalisons encore par une taxe foncière que l'on inflige aux entreprises supérieure à Tours ou à Orléans. Donc c'est pas comme ça qu'on va attirer les entreprises, et ça c'est quelque chose vraiment sur lequel il faut agir. Et on voit la même chose sur le foncier, on dit ben oui les habitants quittent Blois, mais là aussi si l'on compare les 6 villes préfectures de la région centre sur la taxe foncière, donc la payée par les particuliers, la ville de Blois est la plus chère des 6 préfectures de la région centre. La taxe foncière à Blois c'est presque 10 points de plus qu'à Tours, et ça c'est pas possible non plus si on veut redynamiser la ville de Blois. Et le problème c'est qu'on atteint ce niveau d'imposition parce qu'il a fallu financer un certain nombre de dépenses qui se sont accumulées depuis l'époque de Jacques Lang, notamment, depuis l'époque de Jacques Lang, avec un certain nombre de projets qui ne sont pas financés. Et qui continuent à nous coûter. On le voit même encore aujourd'hui avec le musée de l'objet, mais il y aurait d'autres exemples. C'est plus le musée de l'objet, c'est la fondation. Oui, ça a changé de nom, oui. On a repeint la façade et on a changé de nom. Mais ça coûte toujours aussi cher. Le PRU donc arrive à sa fin également. Votre regard donc sur ce projet sur lequel on vous a entendu à maintes reprises, Michel Chassé. C'est un projet qui pèse dans les investissements de la ville de Blois, en l'occurrence, énormément, toujours aujourd'hui. Énormément, et d'ailleurs c'était un projet d'une telle importance, puisque c'est plus de 240 millions d'euros au final, et lorsqu'il a été lancé, nous avions demandé d'ailleurs une consultation des habitants de la ville de Blois, puisqu'après tout, il ne faisait pas partie du projet initial sur lequel le maire précédent, Nicolas Perrichot, avait été élu. Et cette consultation, évidemment, nous a été refusée. Ce que nous avons critiqué, nous, un énorme gaspillage de moyens. 240 millions d'euros. Le travail, on voit bien, ne sera jamais fini. Il est fait à moitié ou même pas. Bon, on a considéré. Les quartiers se sont quand même transformés ces dernières années. Une partie des quartiers se sont transformés. On a démoli environ 1100 logements pour en recréer une partie d'ailleurs, pour répartir les populations dans d'autres quartiers de la ville.
avec des constructions d'ailleurs et des localisations qui ne sont pas toujours très heureuses, mais on pensait, la philosophie de ce plan de rénovation urbaine, c'était de dire que la délinquance plus importante, la criminalité que l'on pouvait trouver à la ZUP, les trafics, etc., tout cela était lié en gros à une mauvaise conception de l'urbanisme, et que si on améliorait, si on réglait les problèmes d'urbanisme, eh bien tout irait mieux. Marine Le Pen disait la semaine dernière, il faut détruire les cités, Michel Chassier. Bien, oui. Oui, mais on est en région parisienne où on a vraiment, elle disait cela, je crois, dans une grande cité de la région parisienne, où là d'ailleurs c'est quelque chose qui a été commencé depuis assez longtemps. Hein. Il y a des habitats qui n'ont rien à voir avec les immeubles de 4 étages. Bon, il y avait 3, 4 tours. Enfin, il y en avait 4 des tours, enfin 5 avec l'Aurélio, j'oublie. Voilà, à la ZUP de Blois, mais globalement, on est sur de l'habitat à rez-de-chaussée plus 4, du R plus 4, comme on dit en termes de construction, parce qu'à partir de 5 étages, il faut des ascenseurs, ça coûte plus cher. Et donc, on était sur de l'immeuble quand même, sur de l'espace vert, avec une densité, à part vraiment le secteur d'ailleurs qui a été refait, une partie du secteur de la Croix-Chevalier, où il y avait jadis la place du Ken, etc., où il y avait une densité plus importante, le reste de la ZUP de Blois, au contraire, était une ZUP assez aérée, d'immeubles de hauteur moyenne. Et d'ailleurs, cette partie-là de la ZUP n'a pas été touchée par le PRU. On a fait de la rénovation classique, ça que nous avons toujours approuvé, hein, de l'isolation, améliorer les conditions thermiques, faire de l'entretien d'immeubles, sécuriser les entrées, ça oui. Mais je crois que le plan était mal ciblé, son périmètre était mal ciblé et finalement très coûteux pour un résultat qui n'est pas certain. On va pas pouvoir passer malheureusement tout point par point, Michel Chassier. Cependant, donc vous préparez le projet, ce qui sera votre projet en l'occurrence. Je dis vôtre. Déjà, est-ce que vous tirerez cette liste, Michel Chassier? Oui, très très probablement, hein, puisque j'ai reçu effectivement l'investiture du Front National pour ces élections municipales. Bien sûr. Les choses peuvent évoluer, hein, mais dans l'état actuel, je pense qu'effectivement c'est moi qui conduirai cette liste, et avec déjà une équipe que nous avions constituée, que nous avons en partie présentée à la presse dès la fin de l'année dernière, avec quelques lignes de notre projet, du moins nos principales priorités. Bon, cette équipe continue à travailler, c'est un petit peu étoffé. D'ailleurs, d'ici la fin du mois de mai, nous ferons une deuxième présentation pour aller un petit peu plus loin dans les projets. Hein, nous avions plutôt fait une analyse de la situation, des grandes orientations, mais nous avancerons un petit peu plus dans nos projets. Nous continuons à y travailler, hein, et nous profiterons de cette présentation pour aussi lancer un appel aux Blésois, parce que dans cette élaboration du projet, nous souhaitons associer au maximum des Blésois, qu'ils soient électeurs ou non du Front National, parce que le sujet municipal, je crois, dépasse le clivage purement des partis politiques. Ah, donc vous êtes officiellement bien tête de liste à Blois pour le printemps prochain, voilà. Donc à l'occasion des municipales à Blois. Dans d'autres communes du Loir-et-Cher, peut-être Michel Chassier, il y a un élu également du Front National à Romorantin. Est-ce qu'il y aura une liste à Romorantin, peut-être dans d'autres villes? Oui, Romorantin, c'est sûr. Hein, la liste est également en préparation. Hein, nous avons régulièrement des réunions. Donc tiré par François Gabillas, l'actuel conseiller municipal de Romo-Fécamp. Alors là aussi, ce n'est pas définitif. Les investitures sont en cours. Hein, mais bon, il fera partie de l'équipe de toute façon. Hein, mais bon, il est encore un peu trop tôt pour le dire pour le moment. Et nous avons d'autres projets. Peut-être dans 2 autres villes. Nous n'avançons pas trop vite. Nous préférons pas faire d'annonces pour après dire voilà, on n'a pas pu tenir nos engagements. Hein, nous attendons de consolider un petit peu les listes que nous sommes en train de monter dans certaines villes avant d'annoncer. Sous quelle étiquette, Front National ou Rassemblement Bleu Marine?
Eh bien, toutes nos listes seront soutenues par le Front National, mais comme nous l'avons toujours fait, et le Rassemblement Bleu Marine, hein, on aura le double parrainage, si l'on peut dire, mais nous avons toujours procédé ainsi. Hein, il s'agit de listes municipales et nous essayons toujours de distinguer le niveau d'une élection municipale par rapport à une élection nationale, à une élection. Bon, quand on est candidat, effectivement, pour être député, on a une étiquette politique bien définie et on va soutenir une politique nationale. Quand il s'agit de la gestion d'une ville, on annonce quand même la couleur politique, on sait quelle est notre étiquette politique, mais nous essayons toujours de faire des listes de rassemblement. D'ailleurs, il y a toujours des candidats sur nos listes qui ne sont pas adhérents, hein, qui n'ont pas de carte au Front National ni ailleurs d'ailleurs. Liste de rassemblement, il peut y avoir des alliances locales avec l'UMP par exemple, on voit que ça se fait là en ce moment dans la Somme. Tout est possible, mais je crois que le problème, c'est que l'UMP n'a pas, au niveau national, levé ces interdits, ces oukases qui interdisent à ces élus locaux de travailler avec nous. Pas d'accord politique avec le FN, hein, c'est ce que dit Jean-François Copé. Voilà, et ça ne vient pas, encore une fois, parce que certains nous disent, on parlait de l'anniversaire de l'élection de François Hollande tout à l'heure, certains reprocheraient presque au Front National d'avoir contribué à son élection. Pas du tout. C'est vraiment renverser le problème. C'est l'UMP qui nous rejette. C'est pas le contraire. Alors bien sûr, au niveau national, il y a des divergences qui font qu'on ne pourrait pas constituer un gouvernement ensemble. Il y a des différences, notamment on évoquait tout à l'heure sur les questions européennes. Mais s'il s'agit de gérer une ville moyenne, je pense qu'il y aurait des alliances locales qui sont possibles à ce niveau-là, mais que nous pouvons rechercher si ici ou là il y a des partenaires, il y a des interlocuteurs prêts à nous entendre. Mais encore une fois, chaque fois que des élus de l'UMP vont dans ce sens et acceptent de travailler avec nous, c'est leur parti qui les sanctionne. Hein, et voilà, donc le blocage ne vient pas de notre côté. Merci Michel Chassier d'avoir été notre invité ce matin. Je sais pas que vous êtes conseiller régional, le secrétaire départemental du Front National et donc bien candidat à la mairie de Blois. Hein, donc vous êtes officiellement en tête de liste du Front National municipal donc l'an prochain. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous de m'avoir invité.